La Première. Chères auditrices et chers auditeurs de La Première, bonjour et soyez toujours les bienvenus dans votre émission de santé du samedi matin. Aujourd'hui, nous allons parler de la plus incroyable des IA, l'intelligence des arbres. Et oui, cette intelligence des arbres, on peut la retrouver dans les forêts, dans notre environnement. Et pour parler de ce sujet qui vous tient particulièrement à cœur, j'accueille aujourd'hui le docteur Mariana Royer, docteur en chimie des substances naturelles, fondatrice du laboratoire Biostratège. Mariana Royer, bonjour. Bonjour chers auditeurs, salut Fabien. Alors on va voir au cours de cette émission répondre à des questions. Les arbres sont-ils intelligents? Savent-ils communiquer, se défendre et même inspirer nos cosmétiques ou nos médicaments? On en parle aujourd'hui avec mon invité, le docteur Mariana Royer. Donc vous êtes docteur en chimie, on a vu, chimie des substances naturelles. Vous avez également fait une thèse en Guyane sur l'étude des essences de bois tropicaux remarquables par leur résistance aux insectes, aux champignons et aux termites. Tout à fait. C'est là qu'on va voir un peu comment s'articule cette intelligence des arbres et également un post-doctorat au Canada avec la valorisation des coproduits du bois avec un focus tout particulier sur les écorces riches en polyphénol et en terpènes. Ça, ce sont des noms chimiques dont on va essayer d'expliciter les actions. Alors, les arbres, l'IA, c'est la plus étonnante des IA pour vous. La vraie IA, c'est l'intelligence des arbres? Tout à fait. J'ai découvert ça effectivement pendant mes recherches et je suis une passionnée maintenant du végétal grâce à eux. Grâce à ce lien, cette relation entre ces végétaux qu'on pensait complètement inertes. Tout à fait. Et je pense qu'on a découvert que quelques pourcentages de leur intelligence. Alors, en quoi parle-t-on vraiment d'intelligence des arbres? Parce qu'ils ont vraiment développé une science de la communication en société, une science du vivant, finalement, une science également de défense et de résistance, de résilience à la planète. Alors, ils communiquent. Vous parlez de communication, donc l'IA, c'est l'Internet, c'est tout ce qu'on imagine à la pointe de la technologie. Alors là, vous parlez plutôt, vous parlez de green tech. Voilà, c'est de la green tech parce que c'est de la technologie développée par le vivant, par le green, par le végétal. Et c'est assez impressionnant quand on voit l'étendue de leurs capacités. Alors comment ça fonctionne? Comment les arbres, comment des plantes peuvent arriver à communiquer entre elles? Nous, on a la parole, le mouvement, on peut faire, comme on dit, la communication verbale et non verbale. Alors, la communication verbale chez les arbres, on ne voit pas bien comment. Non verbale, on essaie de s'imaginer. Alors, comment ça se passe? Comment ça marche? Alors, on pourrait parler d'un verbal à travers des molécules qui, finalement, sont le moyen de communication par rapport aux huiles essentielles, notamment. Les arbres, donc, diffusent des composés volatiles. Et c'est ces composés volatiles qui informent les autres amis de la société forestière que, par exemple, des insectes viennent coloniser ou envahir, ou qu'il y a un changement climatique auquel il faut se préparer, comme par exemple les arbres de la forêt québécoise se préparent à l'hiver tous ensemble. Et donc, ils communiquent par ces volatiles. Ils communiquent également par des signaux électriques qui sont envoyés dans les mycorhizes des champignons qui composent les sols de la forêt. Alors ça, il faut nous expliquer un peu ce que c'est à nos auditrices, nos auditeurs. C'est quoi ces mycorhizes? Comment on représente ce type d'organisme? Alors, il faut imaginer que le sol, donc la terre forestière, est riche en champignons et qu'il y a donc des filaments. Et tous ces filaments, comme un réseau Internet, diffusent des signaux électriques d'une espèce végétale à l'autre. C'est assez étonnant parce que quand on regarde au microscope ces réseaux, on peut presque regarder, c'est un peu comme un réseau de neurones, c'est exactement. Un peu comme ce réseau Internet. Qui relie tous les ordinateurs entre eux. Tout à fait. Mais ça existe sous nos pieds, c'est remarquable. C'est remarquable. Voilà. Et alors comment ces messages passent d'un arbre à un autre? Donc on a dit par ce réseau de mycorhizes. Les arbres peuvent influencer la mise en place de ces réseaux ou pas? Alors, je ne sais pas s'ils peuvent influencer, à mon avis, oui. Mais je pense que c'est une symbiose complète au sein de la forêt. Ça montre que les arbres, en tout cas, savent vivre en société et ont beaucoup de choses à nous apprendre sur la collaboration et la coopération en société. Alors, ces arbres, ils savent se défendre. Oui. Ils sont programmés pour
avoir des attitudes particulières par rapport à un événement particulier. On a des exemples dans la forêt guyanaise d'arbres qui ont vraiment des propriétés remarquables. Tout à fait, ça a été le sujet de ma thèse de doctorat en Guyane, au sein du CNRS et de l'Université de Guyane. On a travaillé sur notamment le wapa. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent le wapa, qui est un arbre qui n'est pas si facile à exploiter parce qu'il a tendance à être sous tension. Et ce wapa, en fait, notamment, on peut l'utiliser pour créer des bardeaux, l'utiliser à l'extérieur parce qu'il ne va jamais gonfler avec l'eau. Et on a découvert que ces cellules sont remplies d'une huile qui empêche l'eau de pénétrer l'arbre et donc il conserve sa taille et ne pourrit jamais. Il y en a d'autres des substances comme ça, des arbres comme ça en Guyane. Tout à fait. On a travaillé également, par exemple, sur la bagasse, qui donne un bois jaune magnifique. Alors lui, il a une résistance remarquable aux champignons et aux termites. Et c'est grâce à des petits composés qui baignent dans les cellules du bois et qui vont donc avoir cet effet insecticide, thermicide et antifongique. Donc on le voit, vraiment des propriétés qui sont extrêmement intéressantes. On peut citer aussi l'angélique qui ne pourrit jamais, par exemple. L'angélique est imputrescible et qui est largement utilisée en construction extérieure et riche en polyphénol pour sa défense. Donc il sécrète des substances pour se défendre contre les termites, contre également l'eau, puisqu'on est dans un univers assez humide. Donc ils ont besoin de ces défenses et on voit l'intérêt en construction, également en cosmétique, on va le voir également dans certains médicaments, peut-être demain, avec des nouvelles substances qui pourraient être découvertes. Donc en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces arbres, et c'est là qu'est cette intelligence des arbres, ils arrivent à communiquer entre eux, premièrement. Et la deuxième chose, ils sont intelligents dans la mesure où ils savent s'adapter à un milieu. Voilà, c'est leur capacité de résilience, je vais appeler ça, d'adaptation aux saisons, au changement climatique, à une nouvelle invasion, à une nouvelle espèce qui s'intègre aussi au niveau de leur société. Et oui, effectivement, ils travaillent à travers ce système de défense naturelle comme un système immunitaire finalement. C'est incroyable. Alors, les bois communiquent, on l'a vu, ils se défendent, on l'a vu, ils s'adaptent, on l'a vu aussi. Alors, ils sont une véritable bibliothèque vivante. En quoi ils sont cette bibliothèque vivante, selon vous ? Bien, les arbres ont tous ce même squelette, comme l'humain, qui est constitué de lignine, de cellulose et d'hémicellulose. C'est ce qui rend la dureté du bois, finalement. On voit le bois comme un matériau. Mais c'est un matériau magique parce qu'à travers cette matrice de lignine, à travers ce squelette, il y a des petits composés qui baignent. Et ces petits composés-là, on va trouver des composés qui ont différentes propriétés. Très complémentaires entre elles, antioxydantes, antibiotiques, qui vont répulser ou qui vont attirer l'animal, etc. Donc on a vraiment tout un milieu à l'intérieur de ces arbres qui vont faire la différence. C'est pour ça que un bois va avoir un bois par exemple d'amarante va avoir une couleur très différente du balata. Donc la couleur, l'odeur de l'arbre va vraiment dépendre de ces petits composés qui font la différence entre les espèces, même s'ils ont le même squelette. Ils ont le même squelette et on peut rapprocher ce squelette des arbres d'un squelette animal ou humain ? Alors, rapprocher sur la façon dont c'est pensé finalement. donc, je ne sais pas d'où c'est sorti, donc cette création. Mais oui, on est tous pensés un peu pareil finalement. On est un tout parce que quand on regarde cette lignine, c'est vraiment la partie dure du squelette. La cellulose va faire le lien fonctionnel. Et puis l'hémicellulose va peut-être donner la petite énergie supplémentaire pour pouvoir faire fonctionner ce squelette. Alors, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Tout à fait. Cette forêt, elle nous apportera certainement dans l'avenir des solutions. Exactement. Donc la nécessité de ne pas trop la détruire trop vite. Parce que quand on détruit la forêt, on détruit un patrimoine, une bibliothèque, comme vous l'avez dit. C'est un peu comme marcher, détruire tout un tas de livres. Et donc, cette connaissance, elle part quand on la détruit. Tout à fait. Il y a le film Avatar, moi, qui m'a toujours beaucoup touchée par rapport à cette science, parce que je baignais dans la chimie du bois quand j'ai découvert ce film. Et c'est exactement ça. On apprend notamment que l'aménagement forestier devrait être repensé par rapport à l'existence des arbres mères, ceux qui contiennent finalement
l'essence, la génétique de toute une espèce ou de tout un genre et qui protège les petits au sein de la forêt. Et ça, si on avait cette notion-là, on penserait aménagement et préservation très différemment. Aujourd'hui, selon vous, cet aménagement en Guyane, il peut encore faire des progrès? Oui, je pense. Heureusement, nous avons quand même un parc amazonien qui protège nos arbres mères. Maintenant, ça serait waouh de pouvoir identifier nos arbres mères. Alors, cette semaine, la semaine qui va venir, du 3 au 13 octobre, c'est justement la fête de la science. Donc, c'est l'occasion, cette fête de la science, qui est donc, on va dire, mise en place par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en Guyane et ailleurs, sur toute la France. Cette fête de la science, elle vise à rapprocher un petit peu la population de la science. C'est important selon vous? Oui, c'est très important. C'est un événement extrêmement important pour rapprocher, comme tu l'as dit, Fabien, tout ce qui est tous les étudiants, les universitaires, mais le public aussi, le grand public, les enfants, à la notion de la science. Et ce qui est très sympa dans la fête de la science 2025, c'est qu'on parle de toutes les intelligences. Et oui, l'intelligence du vivant, l'intelligence numérique, l'intelligence sociétale. Et il y a énormément de choses à dire et de la science à travers. Alors vous êtes ambassadrice de cette fête de la science cette année. Alors cette fête de la science, elle est multiple. Elle va être sur toute la Guyane. Tout le territoire. Vraiment dans toutes les communes, quasiment. Oui. Même les communes qui sont dites isolées vont pouvoir communiquer sur la science. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots des manifestations, par exemple, manifestations d'envergure? Alors, il y a un cycle de conférences à l'université de Guyane, il y a un village des sciences à l'université également, un quartier en fête au totem. Oui, là où on se rapproche donc au niveau du totem de la canopée des sciences, et on sera dans un quartier communautaire pour vraiment faire tout un événement, des animations et faire la fête autour de la science. Un café des sciences au format table ronde. Table ronde, alors, oui. un peu partout, c'est 10 jours d'activité, c'est quand même 47 événements partout sur le territoire, donc c'est énorme. C'est l'occasion d'en profiter, vous avez vraiment le choix dans l'agenda. N'hésitez pas à aller sur le site lafêtedelascience.fr. Vous pouvez aussi trouver sur les réseaux sociaux et vous verrez qu'il y a du choix et partout en Guyane. Donc tout le monde sera ravi de se fédérer, de communiquer ensemble autour de cette thématique. Alors la nuit de la science, vraiment il y en a pour tous les goûts. Tout à fait. Vraiment, je vous invite à aller voir ce qui se passera entre le 3 et le 13 octobre. Le village des sciences, le café des sciences. On a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est vraiment le aller vers. C'est les scientifiques qui vont vers le public pour faire partager leur passion. Parce que ces scientifiques sont tous des passionnés. Et en Guyane, on sait qu'ils sont nombreux. Ça, souvent, la population l'ignore. Mais la Guyane est vraiment une terre de science, une terre de recherche, une terre d'intelligence, qu'elle soit l'intelligence des arbres, l'intelligence humaine, l'intelligence sociétale. Donc là, vraiment, c'est faire ces ponts et voir comment nos systèmes, nos organisations, qu'ils soient les organisations végétales, animales, s'organisent pour résister, pour pouvoir survivre et pouvoir progresser. Tout à fait. Donc Exactement. ça, c'est extrêmement important de le voir. Alors, on revient un petit peu sur les arbres. Je rappelle, Fête de la Science, vous pouvez aller voir sur fêtedelascience.fr pour avoir vraiment tous ces événements. Revenons un peu sur ces arbres. Oui. Ces arbres, aujourd'hui, ils apportent à eux-mêmes, parce qu'on l'a dit, pour leur survie, ils sont là souvent depuis des milliers d'années. Des millénaires. Donc, ils ont résisté à beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Il faut pouvoir les protéger pour en tirer tous les enseignements. Aujourd'hui, on fait encore de nombreuses recherches sur ces arbres. Mais aujourd'hui, les arbres, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'homme? Donc à l'humanité.
Alors, c'est vrai que du coup, on se dit, on ne veut pas, on veut préserver les arbres. Donc, l'idée de les couper pour pouvoir en profiter, il faut être très mesuré. C'est comme un grand jardin, il faut faire attention en prélevant avec parcimonie. Mais on peut aussi travailler sur les coproduits et c'est ce que j'ai fait au Québec lors de mes recherches en post-doctorat. J'ai découvert, alors la thématique de mon sujet de recherche, c'était de trouver qu'est-ce qu'on pouvait avoir dans ce qu'on appelait les déchets, moi je les appelle les coproduits, du bois. Parce que le Québec, vous savez, c'est 68% du territoire qui est couvert par la forêt. Ça, c'est une population forestière magnifique puisqu'on parle de forêts qui résistent à des températures allant de moins 40 degrés à plus 35 degrés en été. Donc vous imaginez que l'hiver, les grands sapins portent des poids énormes de neige et puis se retrouvent sur la chaleur d'un coup au bout de la 4e saison. Donc c'est assez formidable de voir leur résistance. Et l'industrie forestière étant très importante, elle génère beaucoup de déchets, ce qu'elle appelle des déchets. Et donc on trouve parmi les déchets qu'elle n'utilisait pas quand je faisais mes recherches, c'était l'écorce. L'écorce, c'était intriguant pour moi. J'ai travaillé sur les branches, les ramis, l'écorce. Et j'ai découvert que dans les écorces, la richesse en molécules était beaucoup plus importante que dans le bois intérieur de l'arbre. Je me suis beaucoup interrogée. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on puisse jeter, même enfouir sous terre, une telle richesse ? Et on a commencé à tester ces composés qu'on pouvait extraire du bois par de l'extraction à l'eau, par exemple, de la macération. On arrivait à extraire ces polyphénols et à les tester en cosmétiques et en antioxydants, donc en propriétés antioxydantes, en propriétés hydratantes, en propriétés anti-âge, etc. Et j'ai lancé une première start-up comme ça au Québec pour démontrer qu'on pouvait valoriser cette écorce en lançant un concept que j'ai appelé la peau de l'arbre pour la peau de l'homme. Parce que l'écorce, c'est la peau de l'arbre. C'est celle qui protège l'intérieur physique, la physiologie physique intérieure du corps de l'arbre. Et j'ai trouvé ça formidable parce que moi, ça m'a vraiment passionnée parce que l'écorce était vraiment construite de la même façon que la peau, avec l'écorce extérieure et l'écorce intérieure, de la même façon qu'on a l'épiderme et le derme. Donc, on a réussi à transférer les propriétés de protection de l'arbre par son écorce à la peau de l'homme. Ça, c'est étonnant et surtout, ça s'entend. Parce qu'en réalité, cet arbre, logique. il a cette écorce qui le protège contre les intempéries, contre le soleil, les rayonnements solaires, etc. Donc, et l'hiver, contre le froid. Le froid. Et c'est un véritable manteau. Et donc, on avait par exemple, les résineux, qui sont les sapins qui restent verts pendant tout l'hiver, les pins, les épinettes, avaient des écorces beaucoup plus épaisses que, par exemple, les bouleaux ou les érables. Le bouleau, vous vous rendez compte, son écorce est en feuille de papier. Pour ceux qui connaissent le bouleau à papier, on peut enlever l'écorce comme un parchemin. Et c'est extrêmement intéressant parce que à l'extérieur, il y a une poudre blanche dans l'écorce qui s'appelle la bétuline. Et cette bétuline, on a découvert qu'elle était extrêmement puissante pour le cancer. Ça, c'est intéressant. Donc, ces recherches que l'on fait, cette bétuline, on connaît également les propriétés de ce bouleau, puisque donc au Québec, on boit la sève du bouleau. La sève du bouleau, hein. Ouais, qu'on pourrait identifier peut-être au sang humain. C'est ça, puisque c'est cette sève. Oui, parce qu'en réalité, la sève d'un arbre, c'est le sang. C'est ce qui permet la circulation des nutriments. Et ça aussi, c'est formidable quand on y pense, Fabien. Parce qu'on a découvert que les arbres avaient une façon de pomper la sève de haut en bas pour faire circuler la sève jusqu'aux feuilles. Et on ne sait pas quel est le mécanisme jusqu'à aujourd'hui, comme un cœur qui permet de pomper cette sève. Oui, parce qu'il faut que ça monte jusqu'au-dessus des arbres immenses. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Alors, il y a des théories. Il y a certains qui disent que c'est de la capillarité, que donc c'est la différence de hauteur qui fait que la sève va circuler, mais c'est dans l'autre sens. Alors, c'est un peu bizarre. Donc, il y a bien quelque chose qui pompe. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas de quelle façon. C'est ça, les recherches, à se poser les bonnes questions. Des fois... Quelque chose qui paraît naturel, totalement anodin, peut aboutir à des éléments extrêmement importants pour l'humanité. Tout à fait. C'est ça la recherche. Beaucoup de recherches, beaucoup de découvertes ont été faites en constatant des éléments très simples, a priori. Des observations. Des observations. À la base. On observe, on admire,
Et on essaye de comprendre. C'est ça qu'on va montrer au grand public pendant cette fête de la science. Oui. Qu'est-ce qu'on va leur montrer? Qu'est-ce qu'on va leur expliquer? Quel message on veut faire passer? Oui, je pense que c'est ce processus de la science qui vise à, comme tu l'as dit, observer, admirer, essayer de comprendre en se posant des questions. Et la méthodologie est la même à chaque fois. Ce qu'on veut, c'est générer de nouvelles connaissances pour un peu mieux vivre peut-être en symbiose avec notre environnement finalement, quel que soit l'environnement. Alors, cette fête de la science, c'est aussi l'occasion de jeux, de s'amuser. Voilà. Il y a par exemple un escape game qui sera là, le labo du docteur Mérou. Donc, c'est de 10h à 16h au local du GEPOG. Par exemple, donc on le voit, ça va être beaucoup d'animations, Oui. beaucoup de lieux de rencontres. Oui. De discussion autour de la science. Démocratisation de la science. La science n'est pas un univers réservé à certaines personnes. La science est pour tous. La science est en nous. La science est en nous parce que l'humain s'est toujours posé des questions. Tout à fait. Depuis que l'humanité existe, Voilà. c'est par le questionnement, c'est par l'observation, eh bien que l'humanité a pu progresser souvent, et même quasiment tout le temps, en prenant modèle sur la nature. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, jusqu'au numérique, je pense qu'on en est encore là. C'est ça, c'est quand même fabuleux de voir que cette organisation, cette nature, ce système, cette organisation des arbres, des animaux, les relations aussi entre les animaux et les arbres, ça aussi on peut en parler, puisqu'il y a des arbres qui ont su s'adapter, développer même des symbioses avec certains animaux, c'est absolument remarquable. Oui, on connaît ici le bois canon qui vit avec ses fourmis. Ben oui, c'est ça, c'est fou. C'est fou. Il y a effectivement des arbres qui vont attirer par certains composés qu'ils vont libérer dans l'air les animaux à une certaine période parce qu'ils ont besoin d'être déchargés de leurs fruits. Et puis au bout d'un moment, ils vont répulser pour pouvoir avoir la paix. Donc c'est vraiment très intéressant effectivement d'observer la nature et d'observer comment la communication et les animaux vivent eux totalement en symbiose et en communication complète avec les arbres. Saurons-nous le faire, Fabien? Saurons-nous le faire? On en parle juste après une petite pause musicale, Mariana. Vous autres savez, l'émission de santé publique sur Guyane la Première. La Première. Alors, docteur Mariana Royer, on continue avec vous sur cette fête de la science et sur l'intelligence des arbres. Un petit rappel sur cette fête de la science, c'est sensibiliser également nos jeunes eh bien, aux carrières scientifiques, parce qu'elles sont passionnantes, ces carrières scientifiques. Quand on épouse ces carrières, quelque part, à un moment donné, on peut se dire je changerai peut-être le monde, je vais peut-être trouver quelque chose, ou je ne serai peut-être pas chercheur, mais je vais pouvoir aussi après faire de multiples métiers. Ce sont des carrières passionnantes, mais qui aujourd'hui, elles perdent un petit peu de l'engouement qu'il y avait il y a quelques 20 ans, où beaucoup de personnes voulaient épouser ces carrières scientifiques. Aujourd'hui, un peu moins, et c'est très dommage. Oui, il faut vraiment se dire que la science est accessible à tous. Et oui, les carrières scientifiques sont vraiment passionnantes. Comme vous l'avez vu, moi, je suis tombée dans un bain incroyable. Là, c'est un professeur qui s'appelle Bernard Thibault, à qui je fais un petit coucou, qui m'a vraiment intéressée à la chimie du bois. Lui-même est un passionné et il a su me transférer cette passion. Donc oui, la science, c'est passionnant parce que quand on y rentre, on découvre énormément de choses et ça nous donne des idées, ça nous donne envie de créer par nous-mêmes, d'innover. L'innovation n'est rien sans des bases scientifiques costauds, Tout on à va fait. le dire. Hein. Oui, bien évidemment, la science, c'est aussi de la rigueur et de la discipline. C'est sûr. Mais dans d'autres métiers aussi. Je veux dire, le droit, il faut être très discipliné aussi pour être dans le droit. Mais l'avantage, c'est que tu as toujours la petite surprise qui vient te stimuler et qui te pousse à continuer à fouiller, à être curieux pour en savoir plus. En tout cas, du 3 au 13 octobre, c'est l'occasion de vous rapprocher des scientifiques, d'aller à leur rencontre. Par exemple, le 10 octobre, c'est quartier en fête, de 9h à 20h au Totem, quartier Médan. Oui. Et alors là, avec une pléthore d'activités et de
connaissances à découvrir sur les abeilles, sur l'intelligence dans l'analyse de la météo, par exemple, sur l'intelligence animale dans les espaces naturels. Oui. Donc, on va regarder ça. Sur des espaces autour de l'ADN. Vraiment, plein de choses à découvrir. Venez nombreux, quel que soit votre âge. Tout à fait. Comme on dit, le vieil adage, de 7 à... 77 ans. Alors, 77 ans maintenant, on va dire même de 7 à 97 ans. Chez nous en Guyane. Voilà, vous pouvez venir participer à cette fête de la science. Je rappelle que vous pouvez retrouver le programme sur fête-de-la-science.fr. Alors justement, les applications, on reste un petit peu sur cette chimie du bois parce que c'est votre spécialité, ce bois, ces arbres passionnants qui ont su s'organiser, qui ont su résister à des changements climatiques multiples, qui ont su s'adapter, qui savent communiquer entre eux, mais surtout qui donnent à l'humanité des cadeaux. Ce sont des cadeaux, ce sont des offrandes. Sait-on les voir ou pas? C'est à nous de voir. Il faut la science pour ça. Et effectivement, c'est super intéressant quand on parlait tout à l'heure des arbres qui résistent aux termites, aux champignons, même à l'eau. C'est-à-dire que l'eau ne va pas les faire gonfler. On a toujours ce problème avec la porte là qui grince parce que le bois que le constructeur a choisi va gonfler ou se rétrécir à la sécheresse. Mais il y a des arbres qui font pas ça du tout en Guyane et qu'on peut utiliser à l'extérieur. Et pourquoi ne pas imaginer effectivement, à partir des déchets de l'industrie forestière, de la sciure, etc., récupérer ces composés de résistance et les imprégner sur des matériaux de construction extérieure pour leur conférer une résistance naturelle, sans utilisation de traitements chimiques, nocifs pour l'environnement et l'homme. Par exemple, ça c'est une application. Et effectivement, on peut aussi aller sur d'autres applications qui sont plus humaines. Mais si on reste dans toutes ces applications autres, on peut aussi imaginer qu'un arbre qui a ces biocides peut devenir un biopesticide pour l'agriculture locale. Donc on pourrait faire de l'épandage de biopesticides issus des coproduits du bois, par exemple. Il y a aussi plein d'autres applications en construction, avec certains arbres qui sont complètement ignifugés, qui ne peuvent pas prendre feu. Oui, il y a des arbres qui, en fait, ont des composés résineux qui sont ignifuges et qui, donc, empêchent le feu de se répandre. Donc ça, on peut imaginer des revêtements constitués de ces composés-là. Donc, beaucoup d'applications pour l'humanité. Allons chercher dans la chimie du naturel, dans cette green tech, plutôt que dans la chimie donc pétrolière, cette pétrochimie dont on connaît les ravages sur le long terme. On le voit aujourd'hui avec tous ces microplastiques qui nous envahissent, avec tous ces composés pesticides toxiques, perturbateurs endocriniens. Ces arbres, ils ont eu des applications et l'homme a su tirer parti de ces cadeaux depuis très longtemps. On peut parler de certaines utilisations thérapeutiques de certains arbres de Guyane. Tout à fait. Au niveau traditionnel, en Guyane, je pense qu'on a largement utilisé les écorces, puisque c'est la partie un peu extérieure. Voilà. Donc c'est beaucoup plus facile de récupérer l'écorce, bien sûr en petite quantité. Il ne faut pas saigner l'arbre et faire en sorte qu'il soit atteint. Mais effectivement, l'écorce a été beaucoup utilisée en médecine traditionnelle. On parle par exemple de l'écorce de bois canon, le Cecropia obtusa. Le bois canon, on l'utilisait, l'écorce en décoction contre les toux, bronchites et troubles respiratoires, par exemple. Peut-être que certains, bien sûr, connaissent l'écorce de Kouachi, qui est un amer largement utilisé en Guyane en décoction pour stimuler l'appétit, mais aussi traiter tout ce qui est parasite. Et notamment également l'extrait de bois bondé, qui est l'extrait d'écorce de bois bondé qu'on utilise traditionnellement en macération comme tonique aphrodisiaque. Donc vous voyez que les écorces, largement. Les écorces de manguier aussi ont été utilisées en infusion contre les diarrhées, propriétés aussi astringentes, ça veut dire qu'elles vont resserrer les muqueuses. Donc voilà quelques exemples d'extraits qui peuvent être utilisés en tradition. Au Québec également, on sait très bien que l'érable à sucre, son écorce est percée tous les ans pendant le temps des sucres au printemps pour récupérer cette sève sucrée dont on fait un sirop magnifique. C'est incroyable ces utilisations que l'homme a su donc vraiment apprivoiser au cours de toutes ces années de cohabitation entre
l'humain et les arbres. Mais oui. Ces arbres qui communiquent entre eux, ces arbres qui sont aussi, à condition qu'ils soient bien gérés, une ressource renouvelable. Oui, Ça, tout à c'est fait. fondamental. C'est un grand jardin. C'est ce que me disaient mes professeurs et directeurs de thèse et de recherche. La forêt doit être perçue comme un grand jardin, mais qu'on collecte avec intelligence et parcimonie. Et c'est ça, c'est-à-dire que oui, la forêt est là pour qu'on vive avec elle. Elle peut nous abriter, donc avec son bois d'œuvre. Elle peut nous permettre d'écrire sur du papier. Elle peut nous soigner, on l'a vu. Elle peut nous nourrir et nous donner une peau magnifique. Les applications cosmétiques sont importantes, Oui. notamment avec cette composition intéressante en polyphénol, en antioxydants. Oui. Donc ça, également, là, il y a encore beaucoup de recherches à faire Tout à au fait. niveau de ces arbres, ces recherches cosmétiques, ces recherches médicales. Cette recherche, elle avance, elle continue? Elle avance, elle continue. En Guyane, on travaille sur les sûrs plutôt que les écorces parce que la forêt québécoise est faite différemment en Guyane et en Amazonie. C'est vraiment intéressant. La forêt amazonienne a des gros arbres avec des troncs beaucoup plus importants, mais une écorce toute fine. Parce qu'il fait chaud. Pas besoin de manteau. Pas besoin de manteau. Alors que la forêt québécoise a des tiges. En fait, on parle plus de tiges. Les troncs sont très petits, finalement, en diamètre, et a une écorce assez épaisse. Donc, en Guyane, on a plus travaillé au laboratoire sur les sûrs de bois, qui sont l'intérieur. On appelle ça le duramen, l'intérieur du bois. Le bois vraiment qu'on utilise pour faire des planches. Alors qu'au Québec, ce qui est intéressant, c'était les écorces qui sont vraiment épaisses. Et donc oui, à partir des écorces de la forêt québécoise, on a par exemple travaillé sur l'érable rouge, dont on a sorti des polyphénols qui ont eu un effet antiride très important en termes de décès cliniques. Donc on voyait, en mettant dans les sérums cet extrait polyphénolique, que la ride diminuait de profondeur au cours du temps. Et ce, sur un essai clinique avec 60 personnes. Placebo versus le sérum contenant cet extrait. C'est comme ça que mon premier laboratoire s'est fait connaître. Et on a également travaillé sur des hydratants, des extraits de bouleau qui permettaient de stimuler ce qu'on appelle l'aquaporine dans la peau. L'aquaporine, c'est une enzyme qui est liée à la diffusion de l'eau dans la peau, donc qui maintient cette peau hydratée. Donc ça stimulait la résistance finalement à la perte en eau. Donc formidable. Et on a vu aussi que l'épinette noire, son écorce, qui est l'épinette qui résiste au plus haut du nord du Québec, donc là, il fait moins 50 pendant l'hiver. C'est la seule espèce qui résiste à ce niveau de la forêt québécoise. L'épinette avait des composés qu'on appelle le resveratrol, un antioxydant extrêmement puissant, et qui faisait en sorte que l'eau ne sorte jamais. Donc, elle contient son eau pendant l'hiver pour rester hydratée et ne pas dessécher. Et ça, on a pu le transférer à la peau en termes de protection, comme une barrière cutanée pour la peau. Et donc, elle retient cette eau et cette eau ne gèle pas dans l'arbre? Eh bien, cette eau ne gèle pas dans l'arbre. C'est absolument incroyable. Bizarre. Et c'est là vraiment qu'on a cette adaptation qui s'est faite naturellement au cours de tous ces millénaires, de cette adaptation à un milieu. Et on l'a vu, les arbres qui poussent au froid ont une écorce plus importante que les arbres qui poussent chez nous en Guyane parce qu'on n'a pas besoin de se protéger contre le froid. Et des arbres sécrètent également des polyphénols parce qu'il faut qu'ils se protègent du soleil, certains. Donc certains arbres sont plus riches en polyphénols que d'autres. Voilà, et vous allez voir que l'arbre québécois, il va avoir une couleur blanche, le bois, alors qu'en Guyane, nos bois sont extrêmement colorés. Ils ont des couleurs très fortes. On a parlé de l'amarante tout à l'heure, mais il n'y a pas que. Il y a des bois qui sont comme le moutouchi, qui sont magnifiques avec des veines dont on fait des meubles incroyables et précieux. Et qui sont en fait, cette veine colorée, c'est une concentration de polyphénol qui amène cette couleur dans le bois. Cette couleur du bois, cette couleur qui est quelque part une façon pour le bois, pour l'arbre, de se protéger lui-même. Tout à fait. Parce que ces bois-là dont on parle, ils sont extrêmement résistants, ils sont durs même, ils sont denses, qui fait qu'effectivement, ils ne sont pas pénétrés par des insectes, etc. Ils ne vont pas être attaqués. Donc là également, cette forêt, ces arbres, par leur intelligence,
par la façon dont cette forêt a su communiquer, ces espèces ont su communiquer, elles offrent à l'humain des débouchés économiques. Tout à fait, et qui permettrait peut-être d'avoir des bioproduits beaucoup plus sains dans notre quotidien, pour notre propre santé, effectivement, mais également pour le bien de la planète. D'utiliser des produits qui sont constitués de ce qui vient de la forêt, forcément, ça retourne à la terre et on a donc un cycle vertueux, une économie circulaire. Et c'est ce que je pense qu'il faut continuer à pousser, cette industrie verte qui permettrait de pouvoir utiliser de façon intelligente, par exemple à partir des coproduits. On a déjà des industries forestières en place. Au lieu d'aller recouper du bois pour d'autres industries, d'utiliser ce que ces industries laissent de côté pour pouvoir en extraire les précieuses molécules. Parce qu'aujourd'hui, ces entre guillemets déchets, des scieurs et d'autres industries du bois ne sont pas valorisés. Alors aujourd'hui, on les brûle. À part énergétiquement, voilà. Mais on a démontré au Québec, avec mon premier labo, on a pu démontrer qu'on pouvait extraire sans empêcher le pouvoir calorifique de persister. Puisque finalement, le pouvoir calorifique vient du squelette et non pas de ces petits composés-là. Donc même si on enlève les petits composés, le squelette qui est combustible peut continuer à produire de l'énergie. Juste pour les personnes qui rejoignent aujourd'hui, donc Fozo Tsave, on parle de l'intelligence des arbres. Pour expliquer à ces personnes comment cet arbre est constitué, c'est quoi le squelette d'un arbre? Alors c'est constitué comment? Alors le squelette d'un arbre, c'est tout ce qui fait sa dureté, qui fait qu'il est debout, bien en place, bien ancré, et qu'il arrive à faire des branches, etc., qu'il a un matériau dur. Alors c'est la lignine, la base de la matrice de l'arbre, du squelette de l'arbre. Et puis on a la cellulose et l'hémicellulose qui font comme des espèces de ligaments entre tous ces os qui sont issus de la lignine. C'est dingue, hein? Ouais. Et donc une écorce qui est un peu comme une peau. La peau, avec son écorce externe et son écorce interne. Donc l'écorce externe est en contact avec l'environnement. L'écorce interne est en contact avec le sang de l'arbre, qui est la sève. Avec des rapports absolument très intéressants, on peut comparer par exemple certains arbres qui ont cette écorce qui va entre guillemets peler. Il y a des arbres où ça tombe en morceaux exactement comme notre peau. Quand on a une peau sèche, on a des squames. Oui. Chez les arbres, on peut retrouver la même chose. Exactement, il y a des arbres qui desquament naturellement. Donc ça c'est formidable. C'est là qu'on voit que on appelle ça le biomimétisme lorsqu'on essaye de reproduire la technologie verte, c'est-à-dire identique à ce que la nature fait. Et dans le concept de la peau de l'arbre pour la peau de l'homme, c'est exactement ce qu'on a voulu faire. C'est de trouver ce qu'il y avait parce qu'on trouvait des composés différents dans l'écorce externe et dans l'écorce interne. Quand tu sépares les deux écorces, t'as pas les mêmes composés. Donc, on peut imaginer que ce qu'on trouvait dans l'écorce interne allait être plus adapté à ce qui pouvait soigner le derme, par exemple. Bien sûr. Ça, ces théories, elles ont quand même prouvé. Oui, on a avancé, mais il y a encore plein de choses à faire. Ouais. Les recherches sont importantes en Guyane, à part vous, biostratège qui fait des recherches importantes sur ces utilisations. Il y a d'autres pôles de recherche qui essaient de découvrir des procédés qui pourraient être intéressants pour l'homme. Oui, tout à fait. En tout cas, il y a le CNRS qui avait des thématiques sur les substances naturelles des essences de bois et le CIRAD qui a toute une bibliothèque à Kourou notamment des différentes classes de durabilité des essences guyanaises de bois et qui est capable de faire la relation avec les composés de ces arbres-là. Donc oui, il faut s'intéresser parce que ce sont des centres de recherche publics qui ont publié leurs travaux et on peut poser des questions, on peut s'intéresser à ces sujets-là. Les chercheurs seront ravis de partager. Puis la fête de la science sera l'occasion d'échanger avec eux. Justement, cette fête de la science, on l'a dit, c'est du 3 au 13. Vous êtes ambassadrice de l'édition de cette année. Cette fête de la science, c'est des moyens importants qui ont été mis en œuvre pour pouvoir permettre de rapprocher
donc la population des scientifiques. Un autre exemple, le 4 octobre, c'est le village des sciences de 9h à 13h à l'Université de Guyane, avec des animations qui seront proposées sur de l'intelligence économique au génie du vivant. On va voir toutes les intelligences sont dans la nature, justement. Là, on va voir tous ces types d'intelligence. Qu'est-ce qu'on entend réellement par intelligence? Comment elles peuvent être développées? Les stratagèmes des parasites, par exemple, tout ce que vont utiliser ces petites bébêtes pour nous embêter, comment elles réagissent, parce que en connaissant leur mode de fonctionnement, on pourra peut-être les éviter ou les dévier vers d'autres applications. Exactement, il y aura la fresque du climat. Des dizaines et des dizaines de micro-ateliers que vous pourrez fréquenter. Et ça, c'est extrêmement important et c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Il faut vraiment profiter de ces événements-là. Il y aura des conférences et des conférences dynamiques. Moi, je vais faire la conférence sur l'intelligence des arbres et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée à me dire que c'était la plus incroyable des IA. Et il y a d'autres sujets comme ça, mais l'idée, c'est de partager la passion, de recevoir les questions, d'échanger et de montrer que tout ça, c'est issu de l'observation, comme on a dit tout à l'heure, d'un petit piquant de curiosité pour pouvoir se lancer dans ces recherches et pouvoir maintenant communiquer. Alors juste, il nous reste 5 minutes dans Faut-il savoir. La plus intéressante des IA, l'IA, l'intelligence des arbres. Une petite introduction pour nous donner un avant-goût pour venir vous écouter à votre conférence. Alors, l'intelligence des arbres, cette incroyable IA connectée. Les arbres sont connectés, nous connectent avec notre planète finalement. Les arbres communiquent, les arbres se défendent. Les arbres résistent et s'adaptent à l'environnement. Certains ont des milliers d'années. Comment font-ils? Comment ont-ils pu développer une telle technologie au point de dépasser notre capacité de survie sur la planète? Alors on va découvrir ça ensemble à la Fête de la Science. La Fête de la Science, et ce sera quand votre conférence? Alors, c'est le 3 ou 4 octobre. Je mettrai sur mes pages, je vérifie, mais je crois que c'est le 4 octobre. Le 4 octobre, donc on vous retrouvera pour cette conférence. On partagera tout ça de toute façon sur les réseaux largement. Et sur la fête de la science.fr. Oui. Pour pouvoir vraiment venir vous écouter, vous et d'autres scientifiques toujours aussi passionnants, pour connaître, c'est toujours pareil. Quand on connaît les choses, on peut mieux les expliquer. Tout à fait. Et on peut surtout mieux comprendre vers quel avenir nous diriger. Voilà. Parce que la connaissance, c'est ce qui permet d'anticiper et puis de maîtriser l'avenir. Ah, vraiment, vraiment. C'est exactement ça. C'est d'avoir des nouvelles connaissances, ça nous permet d'avancer, d'évoluer et puis de mieux peut-être s'adapter. Et moi, je tiens vraiment au mot symbiose. Vraiment beaucoup plus travailler en symbiose avec notre planète. Travailler en symbiose, c'est-à-dire du gagnant-gagnant. Voilà. Et c'est ça qui est important. C'est ça, on ne peut pas que prendre. Il y a un moment donné, prendre, il faut donner aussi. Voilà. Donc cette symbiose entre l'humanité et le règne végétal, elle peut exister. Encore beaucoup de recherches sont à faire, de connaissances à acquérir, d'invention aussi, parce que n'oublions pas l'invention. Cette recherche, ces sciences, elles sont souvent le principal support de l'invention de demain. Tout à fait. Je vois ça avec mes masters sciences du vivant en ce moment, que la recherche et développement, c'est la base pour l'invention, l'innovation. Voilà. Et si vous êtes lycéen, que vous vous dites vers quoi je vais me diriger dans Parcoursup, où est-ce que je vais m'inscrire, pensez aux carrières scientifiques. Pensez au monde extraordinaire qui s'ouvrira à vous et une vie extraordinaire que vous aurez en ayant toujours à l'idée de pouvoir chercher, rechercher, découvrir, comprendre pour pouvoir influer sur l'avenir de l'humanité. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour nos jeunes. Il ne faut pas hésiter.
tout est possible. On peut se diriger vers des carrières scientifiques. Tout à fait. Non, puis on a du potentiel. Et donc j'interviens à l'université, mais j'ai aussi des jeunes de seconde à qui je fais un petit coucou parce que je donne des cours également de seconde. Et au seconde, j'adore parce que justement, c'est leur mettre le petit pétillant de la physique-chimie dans les yeux. Physique-chimie, c'est pas forcément rébarbatif. Il Non, faut le c'est savoir, génial. c'est génial. En tous les cas, vous pouvez retrouver tous les événements du 3 au 13 octobre pour la Fête de la Science sur fêtedelascience.fr. Merci, docteur Marianne Fabien, Arroyer. c'était excellent, c'était vraiment passionnant d'en discuter avec toi. Et on vous retrouve lors de la Fête de la Science. Bien évidemment, vous pourrez réécouter cette émission dès lundi sur le podcast de La Première. En attendant samedi, portez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao.